cas, on avait dit, on a dit pendant la projection, juste avant la projection, pardon, que Victor Iriarte est quelqu'un qui connaît très bien les cinémas de tout point de vue, n'est-ce pas, côté enseignement, côté programmation et côté création aussi. Côté création, et c'est ça qui, c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Il vient de nous présenter son tout premier film, Sobre todo de noche, et véritablement ça a été je dirais, un film très attendu, un film qui était présent à Venise, qui a fait plein d'autres festivals, il va nous le raconter peut-être, mais Valladolid parmi d'autres, n'est-ce pas? Et là, maintenant, Nantes. Donc c'est véritablement un plaisir pour nous et un privilège de l'avoir, et je suis sûr que vraiment, ça sera pas, c'est sa première fois à Nantes, mais ça ne sera pas la dernière parce qu'on attend de lui de très très belles choses. Donc voilà, à vous de parler, de poser des questions sur Sobre todo de noche, qui est un film qui se prête très bien à un débat. No sé, Victor, si querías tú romper el hielo de alguna manera, ou si vous avez déjà des questions. En plus, nous avons le privilège d'avoir Jaione Camborda ici, au premier rang, qui vient de présenter Ocorno, film en compétition aussi. Et donc, Jaione Camborda et Victor Iriarte sont en compétition, mais ils sont copains et amis aussi, hein, ce qui est parfaitement possible, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Il y a un micro, et Victoria va assurer la traduction. Victoria Saez, bien sûr. Oui, une première question. Bonsoir. Allô? Oui. Et ça marche? Ça va, hein, je crois. Allez-y. Oui, allô? Il est un petit peu capricieux, celui-là. 1, 2, 1, 2. Oui, merci. Et savoir si c'était une histoire vraie. Sí, es una historia basada en historias verdaderas, más allá del hecho histórico de los bebés robados. Es una historia que para escribirla somos 3 guionistas, que para escribirla hablamos con muchas mujeres que en ese momento histórico de la transición sufrieron pues este hecho, y es una suma, muchas veces, bueno, en muchas películas yo creo que sucede, ¿no? Es una suma de, por un lado, historias verdaderas que nos han contado testimonios en primera persona, una fabulación y una reescritura de todo ese material, pero no está basado en una única historia, es una suma. Oui, ça, en fait, c'est basé sur plusieurs histoires. En dehors du fait que l'histoire des bébés volés est réelle. Mais on est 3 scénaristes à avoir écouté des histoires, à avoir parlé avec des femmes qui ont souffert ce fait-là, et durant la transition surtout. Et donc c'est surtout la somme de plusieurs histoires personnelles, racontées comme un témoignage, mais qui ensuite ont subi une sorte de fabulation, en quelque sorte, pour pouvoir être réécrit, pour réécrire ce matériel, qui donc est basé sur plusieurs histoires réelles. Voy a añadir algo más así. Cuando yo he hablado con esas madres, la realidad a las que ellas se han tenido que enfrentar es generalmente más dura que lo que hemos terminado retratando, porque ellas se han encontrado siempre con esa negativa de las instituciones a darles una respuesta, y ellas me decían muchas veces que lo que buscan es justicia. Y en nuestra película el personaje de Vera busca justicia, pero también hay algo que tiene que ver con la venganza. Para el personaje de Vera es importante eso. Entonces por eso digo que
bueno, que en el cine, y antes hablaba en la presentación de la poética y la política, ¿no? Creo que es importante también incorporar elementos que tienen que ver con la suma de muchas historias. Quand j'ai parlé avec ces mères, en réalité, ce qu'elles me racontaient était plus dur que ce que j'ai pu, de ce qu'on a pu montrer à l'écran. Et surtout, il y avait ce qui ressortait, cette négation de la part de ce refus de la part des institutions à leur donner une réponse. Et donc, ce qu'elle demandait surtout, c'était justice. Et Vera, c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle demande. Mais elle a aussi cette veine de vengeance qui, pour elle, est importante. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cinéma, comme je le disais aussi dans la présentation, est un mélange de poésie, de politique. Et donc, c'est ce que l'on fait quand on écrit un film. On incorpore tous ces éléments et c'est donc la somme de tous ces éléments et de toutes ces histoires. D'autres questions? Oui, justement, donc, Micro. donc ce n'est pas, comme c'est la somme d'histoires, ça ne pointe pas précisément sur les bébés volés et donnés à des familles bourgeoises durant le franquisme. C'est ce que j'ai compris de l'histoire, j'ai peu d'éléments. Mais là, donc c'est une femme soltérin, donc célibataire, qui d'elle-même, parce qu'elle avait peu de moyens, j'en ai déduit, a donné son enfant à une autre femme. Et quand elles se rejoignent 20 ans plus tard, l'autre femme est seule aussi. Donc vous avez dépassé, vous ne souhaitez pas montrer le conflit entre les deux familles, en fait. Et au contraire, vous essayez de dépasser tout ça pour que la femme d'origine se retrouve. Sí, sí, gracias por el apunte, es importante. Además, sí, la película plantea, obviamente, la historia real, no solo de España, sino de otros países que han sufrido una dictadura, y nos vamos al caso de Argentina o Chile, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hay una fractura fuerte, ¿no? Y una división puede haberla también entre esas familias. Nuestra película proponía y propone un acercamiento humanista, no falto de crítica, porque la película también apunta de manera muy precisa al origen del mal. Ahí está esa secuencia de archivo de la película, ¿no? Que habla del franquismo y de la llegada de la democracia. Pero sí que la apuesta que hace la película es por un encuentro, la posibilidad de un encuentro humanista de dos mujeres que tratan de entender la complejidad de las situaciones, ¿no? Cada cual explica su historia de violencia. Y la película propone también una visión que también en la parte de la mujer que adopta, en el caso de Cora, ella explica también su historia de violencia, lo que significaba para una mujer en ese momento ser madre adoptiva, ¿no? Y ella lo dice, tener miedo a no ser una madre de verdad, que le pudieran hacer daño a Egos, ¿no? A su hijo. Y esta parte de la historia generalmente no está tan presente en el relato. Y a mí me interesaba que las dos mujeres tuvieran su espacio para contar y para entenderse. Y la película quizá al final propone justamente una aprende de la otra, ¿no? Hasta el punto de que una se tiñe el pelo, un poco por esta deriva de cine negro que tiene nuestra película, y la otra imita el gesto con esa peluca, ¿no? Entonces, una aprende de la otra. Para mí eso era muy importante, que las dos mujeres tuvieran espacio en Portugal, en esa casa a orillas del río Duero, y tiempo para escucharse, contarse, y que al final esa mujer, Cora, que nunca se hubiera atrevido a hacer ese gesto, voy a ser yo la que entre, esa frase que dice, termine haciendo porque ha visto que el coraje que tiene Vera y la fuerza, que ya no le da el cuerpo para más, ella puede retomarlo, ¿no? Entonces, hay un puente, nuestra película propone un puente, pero sin dejar de ser muy crítica, con la historia.
La traduction. Oui, en fait, le film, ce qu'il propose vraiment, c'est une histoire réelle, c'est-à-dire qui s'est passée en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, quand il y a eu des dictatures, comme en Argentine et au Chili. Et il y a à ce moment-là une fracture très, très importante qui se crée, une division qui vraiment se crée entre les différentes familles. Ce que le film propose, justement, c'est une approche plus humaniste de cette histoire, et sans laisser de parler quand même de l'origine du mal, avec ces images d'archives où on voit comment s'est passé le franquisme, comment l'arrivée aussi de la démocratie. Donc les faits sont là. Mais on voulait donner dans ce film l'espace, la possibilité d'une rencontre entre les deux mères, qu'elles aient l'espace et le temps de se comprendre, et surtout de comprendre la complexité de cette situation. Dans le film, Cora, la mère adoptive, a le temps justement de pouvoir expliquer toute cette violence que ça représentait pour elle à cette époque d'être une mère adoptive, parce que elle ne savait pas si elle serait vraiment une mère pour de vrai. Elle avait peur qu'on fasse mal à son enfant aussi. Et ça, ce sont des choses qui n'étaient absolument pas présentes dans les récits de cette époque. Le film, ce qu'il propose aussi, c'est un espace pour raconter leurs histoires, leurs sentiments. Et aussi, quelque part, elles apprennent l'une de l'autre. Parce que ce moment où Vera se teint les cheveux en blond, faisant référence à un certain cinéma de polar noir. L'autre, Cora, pardon, elle met une perruque. Et donc, elle propose, malgré cette force qu'a Vera, justement, mais ce corps qui commence aussi à avoir du mal à pouvoir se tenir debout, eh bien, elle lui propose de prendre le relais. Et donc, par ce geste, de rentrer elle-même dans cette grand bâtiment, pour faire le geste dont elle a besoin, pour se venger. Et donc, de créer un pont. En plus, au Portugal, c'est là où je voulais pouvoir créer cet espace et ce temps pour que ces deux femmes puissent se connaître et parler, et vraiment s'entendre. Donc voilà, le film est un pont entre ces deux femmes, entre ces deux histoires, et sans pour autant oublier la critique de cette histoire qui s'est passée en Espagne. Oui. Tout d'abord, merci pour ce très 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 beau film, très, très émouvant, très délicat aussi dans l'expression, beaucoup de silence, et de poésie et de politique, effectivement. En même temps, la poésie permet aussi un petit peu d'atténuer la violence de la politique, je trouve. Et vous allez peut-être m'éclairer, il y a un passage que je n'ai pas trop saisi, et que ça revient par période, les chœurs de femmes. Merci. Gracias también por la pregunta. Los coros, ¿no?, de mujeres. Es una película donde lo musical, más allá de la banda sonora, está muy presente. Por un lado, en las voces en off de las mujeres, tanto de Cora como de Vera, incluso de Egoz. Las palabras y cómo esas cartas son muy importantes. Igual voy por partes. Les chœurs de femmes, oui, c'est important dans le film, parce que la musique est très présente dans le film, en plus de la BO, de la version originale, de la musique originale. Mais il y a surtout les voix off de ces femmes, de Vera et de Cora, et du fils aussi. Y los coros, bueno, las dos mujeres tienen profesiones, curiosamente, que tienen que ver con sus manos. Una es estenotipista y la otra es pianista. Y todo el desarrollo del personaje de Cora, que vive en San Sebastián, que trabaja en un conservatorio, está relacionado con lo musical. Y hay algo en el coro femenino, de voces, que la película también es una película que da voz a esas mujeres, ¿no?, que creo que tiene como gesto musical, simbólico, tiene como importancia, ¿no? La banda sonora... Bueno, voy a parar aquí.
En fait, les deux femmes ont des professions où les mains sont très importantes. Vera est sténo et Cora est pianiste. Et donc Cora, quand on la voit à Saint-Sébastien, dans son entourage, dans son contexte, elle est dans le conservatoire et elle est entourée aussi, elle fait partie donc du chœur de femmes aussi. Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, c'est de donner la voix aux femmes. Et ce geste musical devient très symbolique en fait. Y, por ejemplo, los coros musicales, la banda sonora es de una compositora del País Vasco también, que se llama Maite Arroita Jauregui, y recuerdo que cuando hablaba con ella del coro nos acordábamos de una secuencia de una película de una directora francesa, de Céline Sciamma, de Retrato de una mujer en llamas, esa secuencia en la que alrededor de un fuego escuchamos un canto de mujeres, ¿no? Y recuerdo hablar con Maite de esa secuencia mucho, y yo le pedía a Maite, intentemos hacer un coro que nos acompañe dramáticamente, donde Cora canta, Cora forma parte de ese coro, y que nos dé una fuerza. Lo musical es un lenguaje, ¿no? Y que va más allá de las palabras, pero que es muy emocional, muy directo, que no pasa por la cabeza, ¿no? Entonces yo le decía a Maite, intentemos que el coro nos dé esa dimensión emocional, ¿no? Por eso creamos ese coro de mujeres que no cantan nada narrativo, no tienen letra, pero que es emocional. Donc la bande originale, la musique, a été créée par une compositrice basque. Et je lui demandais justement, en parlant de la musique, de ce qu'on allait faire, on parlait beaucoup de la séquence, d'une séquence d'un film de Portrait d'une femme en feu de Céline Sciamma, qui, à un moment donné, on a un chœur de femmes qui chantent autour d'un feu. Et je me souviens très bien de cette scène et je voulais justement lui proposer qu'on ait un chœur de femmes qui accompagne dramatiquement l'histoire. Et donc, Cora fait partie de ce chœur. La force du langage de la musique est telle qu'il passe directement par l'émotion sans passer par l'intellect. Et donc, on voulait, à travers ce chœur, trouver une dimension émotionnelle qui ne soit pas narrative, parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de paroles, mais qui passe directement par le chœur. Oui, je me demandais, puisqu'il est question d'argent, l'argent qui est dans le coffre, ça veut dire que les gens qui adoptaient payaient pour avoir un enfant. Juste la fin, je n'ai pas entendu. Moi, je n'entends pas bien. Les gens payaient pour adopter. Oui, donc les gens qui adoptaient à l'époque, est-ce qu'ils devaient payer quelque chose? Et dans ce cas-là, je me demandais par rapport au scénario, donc Cora, elle a dû payer quelque chose? Oui. En la historia de estos bebés robados a lo largo justamente de la dictadura y después hasta los años 90, que se siguieron dando casos, hay como una cronología que diferencia las épocas. Por un lado, al principio, como ha sucedido en otras dictaduras, no se utilizaba dinero, sino que era una recompensa y un castigo, recompensa para los ganadores de la guerra y un castigo para las perdedoras de la guerra. Era un castigo, ¿no? Y ahí era ideológico. La decisión era ideológica, era, pues por ejemplo, los casos que conocemos de España o de Argentina, ¿no? Una madre roja, embarazada, le robaban su hijo para dárselo a una familia, entre comillas, de bien, cercana al régimen, o directamente militares. Por lo tanto, ahí la motivación era ideológica. Pero luego eso persistió en el tiempo y sí que se convirtió en un negocio. Llegó un momento en el que en los hospicios que acogían a mujeres ya no tan relacionadas con la guerra civil,
ahí se tomaban decisiones basadas en dinero, por ejemplo. Y ahí sí que había un mercado relacionado con pagar una familia, también siempre que el régimen o que la sociedad viera como una familia de bien, que no podía tener de forma natural familia, pagaban por tener hijos o hijas. Entonces varía mucho dependiendo del momento de la historia, ¿no? Pero terminó siendo un negocio. Y en la historia de España sobre estos casos sí que se terminó pagando las familias, siempre de manera un poco extraoficial, no había una factura, obviamente, pero se decía, bueno, este es un dinero para ayudar a un convento, para ayudar a esta institución religiosa. Sí que terminó siendo un negocio que pasaba por el dinero. Il y avait la clinique du docteur Vela qui était... Je vais juste traduire parce qu'après ça va être plus compliqué pour moi pour revenir là-dessus. L'histoire des bébés volés a duré à peu près de la dictature jusqu'aux années 90 en Espagne. Et la chronologie est différente selon les époques en fait, parce qu'au début, et comme dans d'autres dictatures d'ailleurs, pas seulement en Espagne, en Argentine aussi, eh bien c'était comment dire, une sorte de récompense qu'on donnait aux vainqueurs et une punition aux perdants. Donc la décision était plus idéologique à cette époque, au départ. Donc en Espagne ou en Argentine, une mère qui était rouge, donc qui était du côté des révolutionnaires, on va dire, et bien qui était enceinte, on lui volait son enfant pour le donner à une famille bien, c'est-à-dire proche du régime ou directement militaire. Et ça a continué dans le temps, mais c'est devenu un négoce par la suite, dans les hospices, qui accueillaient des femmes qui étaient donc enceintes. Eh bien, il y avait une sorte d'échange qui se faisait à travers de l'argent. Ça est devenu un marché. Les femmes, les familles qui... les familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants naturellement et qui étaient proches du régime, toujours des familles bien, et bien payées pour pouvoir avoir accès à un bébé. Et donc ça dépend des époques. Mais finalement, ça a fini comme vraiment un marché. Et c'était évidemment extra-officiel, il n'y avait pas de facture. En fait, c'était un petit peu raconté comme on donne de l'argent pour aider un couvent, pour aider une institution religieuse. Voilà, ça se faisait de cette manière-là. En concreto, por cerrar, sí que me interesaba, como he dicho antes, contar dos historias de violencia y me interesaba que en el caso concreto de Cora, porque también tuvimos testimonios de mujeres que nos lo contaban así, de madres adoptivas, que ella dice, bueno, tuvimos muchos encuentros, pero recuerdo algunos, sinceramente, que me decían que ellas también se habían sentido engañadas, que a ellas les habían dicho que la madre biológica había muerto en el parto. Me interesaba ese universo, pero sé que hay otros casos donde eran muy conscientes del robo y del pago. En este caso, como he dicho antes, me interesaba establecer este puente humanista entre estas dos mujeres. Me interesaba contar sus historias de violencia, pero hemos también escuchado casos no tan difíciles de conseguir los testimonios, porque hay, bueno, es un tema difícil y es difícil hablar con esas familias que adoptaron y pagaron, porque también saben que lo hicieron mal. Pero sí que conocemos también testimonios de gente que pagó y sabe que pagó por un robo. Concrètement, ce qui m'intéressait, c'était de raconter ces deux histoires violentes, parce que Cora, eh bien, on a créé ce personnage grâce à des témoignages de mères adoptives, parce qu'on a eu des témoignages de toutes sortes, et il y en a certaines qui ont vraiment ressenti ce sentiment d'être trompées parce qu'elles pensaient que la mère biologique était morte au moment de la naissance de l'enfant. Mais il y a d'autres cas où, en effet,
dont on a eu des témoignages qui concrètement savaient que c'était un vol de bébé et qu'ils payaient pour cela. C'est pour ça qu'on voulait créer ce pont humaniste dans le film, pour justement pour atténuer quelque part en sorte cette histoire violente pour ces deux femmes. Mais on a écouté des histoires et des témoignages qui n'étaient pas faciles à trouver, parce que ces familles qui en effet avaient conscience qu'elles prenaient des enfants qui étaient volés et qui payaient pour cela, c'est pas facile de le reconnaître, c'est pas facile d'avoir ces témoignages-là, mais on les a eus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les dossiers qui ont été retrouvés, et est-ce que c'est... Vous commencer, excusez-moi, je n'ai pas entendu. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les dossiers qui ont été égarés et retrouvés, et qu'est-ce qu'il en est des enfants, enfin des familles retrouvées en fait, enfin, des enfants éventuellement retrouvés grâce à ces dossiers? No, el caso, yo lo comparo todo el rato con Argentina, este caso de bebés robados, porque son dos tradiciones muy diferentes. En España, justamente, una noticia de hace 15 días fue que ha habido una primera demanda admitida a juicio de bebés robados. En el año 2024 estamos, Hasta ahora la vía judicial en España ha sido muy difícil de llevar adelante. Por lo tanto, ha habido algunos encuentros de familias, pero es muy diferente al caso argentino. Voy a parar aquí y luego continúo. Je compare toujours avec l'Argentine, mais c'est parce que ça s'est passé aussi également là-bas. Mais ce sont deux traditions différentes, deux manières de procéder différentes. En Espagne, d'ailleurs, ça fait 15 jours, il y a eu un article qui disait qu'enfin, il y avait quelqu'un avait porté plainte auprès de la justice à propos de ces bébés volés. À travers la voie judiciaire, franchement, ça a été très difficile de mener à bien toute cette procédure. Et il y a eu des rencontres, mais justement, ça s'est passé différemment en Argentine. Y justo que estamos aquí con la exposición de Paco Roca, que habla también de esto, que antes he tenido la oportunidad de verla, ¿no?, y de disfrutarla. Claro, no podemos olvidar que la frase mítica, ¿no? Franco murió en la cama. No hubo un juicio como en el juicio a la Junta Militar Argentina, que hiciera un repaso a la historia de la dictadura. Por lo tanto, la judicatura, que el día previo a la muerte de Franco, que no sé qué día murió, ni quiero saberlo especialmente, firmaba con el sello del águila del régimen, al día siguiente, en el momento en el que llegó la nueva democracia, la judicatura era la misma. Lo que pasa es que la firma ya no era con un sello de la dictadura. Por lo tanto, y esto es un tema que nos acompaña hasta hoy en día, que hoy en día el debate político en España tiene mucho que ver con la judicatura, con cómo fue la transición, que así como en la sociedad civil se vivió desde un lugar y se entendió el cambio, esa institución que forma parte de un Estado, que es la judicial, ahí no hubo ese cambio. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los intentos de judicializar los casos o de generar, como en Argentina, una voz única, en España no se ha podido hacer nunca. Sí que conocemos casos de encuentros que se han dado a través de los bancos de ADN. O sea, la ciencia ha terminado demostrando algo que era muy difícil de demostrar por la vía de la justicia. Y ahí sí que ha habido casos, y ahora te voy a contar un caso concreto que nos sirvió de inspiración.
En fait, ici, on est au milieu de l'exposition de Paco Roca, qui parle également de cela. J'ai pu la voir avant et l'apprécier, et elle parle aussi de ces cas-là. Il y a une phrase, évidemment, célèbre de Franco est mort dans son lit. Et donc, il n'y a pas eu de justice après, il n'y a pas eu de remise en question de tout ce qui s'est passé de cette dictature, contrairement justement à la junte militaire argentine, qui a été mis en procès. Avant que ne meure Franco, l'administration, la justice, enfin toutes les institutions franquistes signaient leurs papiers avec l'aigle justement du régime. Juste après sa mort, et donc avec la nouvelle démocratie, eh bien la signature a changé. Mais pas l'administration, pas ceux qui faisaient partie de l'administration, du régime ou de l'administration judiciaire aussi. Et aujourd'hui, c'est encore le problème, justement. Donc, voilà, c'est ça. Le changement s'est produit dans l'espace civil, mais il ne s'est pas produit, justement, dans ces institutions-là. Les gens continuent d'être les mêmes. Et il y a eu des cas, justement, des tentatives judiciaires pour pouvoir arriver à faire vraiment un procès, mais ça a été différent que cette voie unique qui a été créée en Argentine, où là vraiment les gens ont pu vraiment s'unir et combattre le fait que ça soit tu. En Espagne, ce n'est pas le cas. Il y a eu des cas de rencontres justement qui se sont faits grâce à des banques d'ADN. Et donc, c'est la science qui va pouvoir démontrer quelque chose que finalement la justice n'a pas fait. Mais il va d'abord raconter un cas sur lequel un cas de ces rencontres sur lequel ils se sont basés. C'est pour ça qu'on va laisser d'abord parler et ensuite, si vous voulez, intervenir. Yo leí una noticia que salió en el diario El País hace años, una noticia muy breve. Salió en el año 97, que contaba un caso que había sucedido en Navarra, que era que un niño que había estado en un orfanato, que ya era adulto, y que había preguntado siempre sobre sus orígenes, su filiación y su familia biológica, y le habían dicho que era un huérfano, y él sospechaba que había algo oculto. Él lo que hizo fue robar 2 libros en esa institución religiosa y envió, y ahí encontró su historia real, y envió una serie de cartas a sus compañeros de clase del orfanato, donde les decía, dentro de esta carta hay una carta donde si tú quieres, tienes los nombres que nos han dicho siempre que no existían, que eran el nombre de la madre biológica. Si quieres hacer uso de ello, abre esta segunda carta. Si no, porque a veces las vidas son complejas y, bueno, y a veces esas decisiones son difíciles. Si no, pues bueno, no continúes la historia. Y eso fue una noticia porque la institución religiosa acusó a este señor de robo. De robo de unos libros. Y es paradójico, ¿no? Y hubo un juicio en el que la única prueba que había era caligráfica, porque este señor había enviado unas cartas. Nunca se pudo demostrar que él fue quien había robado esos libros, pero yo conocí al abogado de este señor, que a través de una amiga cineasta, de Arantxa Santesteban, que es una amiga cineasta del País Vasco, de Navarra en este caso. Y ella me presentó al abogado y pude conocer esta historia en concreto, ¿no? Por lo tanto, sé que de esa historia en concreto hubo unos encuentros. Hubo algunos niños y niñas de ese orfanato que decidieron hacer uso de esa información y pudieron encontrarse con las familias. Pero es todavía, cito todo el rato a Argentina porque quien sigue la prensa y la actualidad internacional lo sabe, pero todavía en España para juzgar el franquismo hay que irse a la justicia argentina, porque en España ya no ha lugar
la amnistía, así de ese momento histórico, y los historiadores y demás del tema, y quienes tenemos interés en nuestra historia lo sabemos, todavía hoy en día, 2024, se acude a la justicia argentina para superar esa barrera que existe en España para juzgar el franquismo. Je ne sais plus où j'ai commencé là. Ah oui. Alors, il y a quelques années, en 1997, j'ai lu un article très bref dans un journal espagnol et d'un cas qui s'est passé en Navarre. Et c'était un enfant, donc d'un orphelinat, qui était soucieux de connaître ses origines, de connaître sa famille biologique, et qui donc, à qui on disait toujours qu'il était orphelin, et on ne donnait pas plus de réponses. Lui, il se doutait qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, et donc ce qu'il a fait, eh bien, c'est de voler deux livres donc avec des noms, dans cette institution religieuse. Et là, il a rencontré, dans ce livre, il a trouvé sa propre histoire réelle, avec les noms de ses parents biologiques, enfin en tout cas de sa mère biologique. Et donc, il a envoyé une lettre à chacun de ses amis, compagnons à l'orphelinat, en leur disant que dans cette lettre, il y avait une autre lettre qu'ils pouvaient ouvrir ou non, selon leur décision, où il y aurait le nom de leur mère biologique. Donc, après, chacun, selon la vie qu'il mène, la complexité de cette décision est à chacun de la prendre ou pas, eh bien, ils pouvaient découvrir ou pas le nom de leur mère biologique. Et donc, cet article faisait... Ah oui, et donc après, excusez-moi, parce qu'il faut que je me redise... Et donc, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est cette institution religieuse a porté plainte, pas à cause de donc contre ce jeune homme, parce qu'il avait volé des livres appartenant à l'institution religieuse. En plus, il avait une preuve de calligraphie, puisqu'il avait envoyé des lettres. Mais bon, ça n'a pas marché. Il n'a pas été accusé. Et donc, j'ai pu, grâce à une amie cinéaste de Navarre, j'ai pu rencontrer l'avocat de ce procès et connaître l'histoire vraiment concrètement. Et donc ensuite, il y a eu des rencontres entre les enfants de l'orphelinat et leurs familles qui ont utilisé ces informations justement et qui ont pu rencontrer les familles donc biologiques. Je parle tout le temps de l'Argentine parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en Espagne, pour pouvoir intenter un procès contre le franquisme, et notamment dans cette histoire des bébés volés, c'est la même chose, eh bien il faut passer par la justice argentine. Parce qu'en Espagne, on n'a pas le droit de le faire à cause de cette amnistie générale qui est en vigueur depuis toujours. Voilà. Oui, par rapport à cette histoire des bébés volés, il y a effectivement une évolution, puisque dans la seconde phase après la transition, étaient volés des bébés qui étaient généralement les enfants de mineurs qui accouchaient seuls. L'affaire a été totalement freinée à cause de l'Église catholique, parce qu'on a très vite mis en cause, notamment à Madrid, autour de la clinique du docteur Vela, des religieuses qui participaient allègrement à ces détournements de façon totalement atroce, puisqu'on allait même jusqu'à présenter à la mère un bébé mort pour lui dire « votre fils est mort ». Donc vous voyez un peu, quand on arrive dans les détails, le docteur Vela, qui doit être décédé maintenant, parce qu'il était très vieux, ainsi que la sœur il y avait une sœur qui a été mise en examen, qui était également très vieille, il n'y a pas eu de procès, parce que je crois qu'ils sont morts ou ils étaient trop vieux pour pouvoir être jugés, faisaient des faux papiers. Et il y avait toute cette mise en scène donc de bébés morts qu'on présentait. Et en fait, le grand progrès qui a été fait, alors il y a eu des tentatives de procès, mais c'était extrêmement difficile,
parce qu'on restait quand même face à la fois à l'ancien membre du frontisme, mais également face à une Église catholique qui restait extrêmement puissante. On est loin des affaires d'agression sexuelle, maintenant c'est un peu chauffé en Espagne, puisqu'il y a tout un tas de trucs qui tournent autour des abus sexuels dans l'Église, mais à l'époque c'était véritablement une lutte considérable. C'est ce qui explique d'ailleurs la difficulté qui a été rencontrée. Et effectivement, ce qui a vraiment permis d'identifier des bébés volés, c'était les progrès de la science avec l'ADN. C'est ce que je voulais simplement dire. Je dirais simplement la chose suivante. La grande différence entre l'Argentine et l'Espagne, c'est qu'en Espagne, les parents ne sont pas décédés, c'est-à-dire quelque part en Espagne, la mère qui s'était fait voler son enfant existait, alors que la plupart du temps, malheureusement en Argentine, les parents avaient été assassinés. Oui. D'autres questions? Aprovecho, al respecto del caso argentino, hay un libro que acaba de publicar ahora una escritora argentina que se llama, una periodista que se llama Leila Guerriero, que habla precisamente de una mujer que dio a luz en la ESMA, en la Escuela de Mecánica, pero que le permitieron, como no le robaron a la hija, pero habla de ese momento y es un... Ella, Leila, escribe en El País, generalmente, en España. Es excelente, es una crónica periodística que analiza ese periodo histórico y que yo lo he leído ahora, pero que me encontré muchos puntos en común y que y efectivamente, en general en Argentina, las desaparecidas las tiraron al Río de la Plata. Y les enfants étaient recherchés en Argentine par les grands-mères. Par les... Sí, las abuelas de la Plaza de Mayo. Oui, il y a justement à propos de ce cas ces cas en Argentine, il y a un livre qui vient de sortir qui est écrit par Leila Guerriero et qui raconte une femme justement qui est dans une école mécanique, la ESMA, avait mis au monde un enfant et on avait essayé justement de lui enlever. Et c'est une journaliste très très connue, enfin qui écrit justement dans El País en Espagne et qui écrit des histoires, des chroniques sur l'histoire et toujours très très intéressantes. Mais il y a ce point, ben voilà, c'est pour dire que les femmes disparues là-bas en Argentine eh bien, étaient jetées au fleuve de Río de la Plata. Et c'est en effet les grands-mères qui, elles, luttent pour pouvoir mettre à jour ces histoires-là. Je reviens au film, je ne pose pas de questions sur cette atroce histoire parce que vous êtes le réalisateur et donc j'ai envie de vous poser des questions sur... enfin, deux questions. Soit j'ai pas compris, soit en fait vous avez commencé le film avec une citation de Bolaño en disant que Vera est, en gros a commis un crime. Mais donc il y a le pistolet dans le livre. Mais en fait, pour moi, elle n'est coupable de rien. Il y a ça. Et en tout cas, on ne sait pas, en plus, sa nouvelle complice, Cora, on ne sait pas à la fin si ce qu'elle a réussi à faire du plan. Enfin, moi, j'ai pas cru. Et il y a une deuxième question, peut-être, c'est la question des prénoms. Quand vous avez, enfin, Vera, évidemment, on entend Vera, véracité. Enfin, je ne sais pas, après, et je voulais savoir, et Cora, moi, quand vous avez dit Coro, j'ai entendu Cora, Coraje, et je savais, peut-être, et je voulais savoir le prénom basque, si ça voulait dire. Okay. Sobre la cita de Bolaño, es una cita que no habla de Vera en concreto, sino que es una cita general. Lo que me interesa de la cita de Bolaño es que dice, esta es la historia de un crimen, pero no lo parecerá. Esto es lo que me interesa, sobre todo, ¿no? De esa cita en concreto de Bolaño. Que nos hace observar una realidad que parece otra cosa, ¿no? Eso está puesta ahí porque Vera cuenta que ya en un momento se pasó al crimen, a la noche, al hampa, al subsuelo, dice ella, ¿no?
ella maneja dosieres, maneja esa información, compra y vende cosas que tienen que ver con su trabajo en los juzgados, ¿no? También lo ha hecho para buscar información sobre su hijo, pero nunca ha encontrado hasta un momento que consigue, ¿no?, esa información. Pero la cita de Bolaño es más general, da para mí un marco que tiene que ver con eso, ¿no?, con la historia de un crimen que no parece la historia de un crimen. Eso respecto a la cita. Quizá, claro, como está ya al comienzo, quizá la ha relacionado muy directamente con el personaje de Vera, pero para mí es una cita que va más allá de Vera, ¿no? La citation de Bolaño ne traite pas de Vera. C'est peut-être parce que comme c'est au début et qu'ensuite tout de suite on passe à Vera, c'est pour ça que vous l'avez associée. Mais en fait, elle est beaucoup plus générale. Et ce qu'elle raconte, c'est que l'histoire de crime que vous allez voir n'est pas celle qui est vraiment. Et c'est ça qui m'intéressait. Elle observe une réalité elle observe une réalité qui en fait est autre. Et c'est vrai que Vera est passée dans le monde du crime et qu'on parle de sous-sol justement, de ce monde en sous-sol. Et elle traite des dossiers, elle achète et elle vend des informations qu'elle obtient dans les jugements auxquels elle assiste. Et pendant longtemps, elle a cherché cette information sur son fils. Et elle a mis du temps, mais elle l'a trouvée finalement. Mais la citation est beaucoup plus générale et elle encadre vraiment cette idée de crime qui finalement n'est pas ce qu'il a l'air. Et ça va plus loin que Vera elle-même. Aparte de que Bolaño me daba también algo que tiene que ver con la forma de la película, ¿eh? O sea, aprecio mucho la literatura de Bolaño y la libertad que tenía de mezclar geografías, personajes, historias, que te está hablando, por ejemplo, de un personaje de una mujer que está en la Universidad del DF de México, una historia muy concreta, pero que a la vez está hablando del exilio, de la migración. También Bolaño uno quiere tener buenas cartas también en una película, y poner la carta de Bolaño era una manera de estar bien acompañado. Bolaño, en fait, pour moi, c'était important qu'il soit là parce que j'aime beaucoup sa littérature, la liberté qu'il a dans ses livres. Il mélange beaucoup de géographies différentes, de personnages, d'histoires. Par exemple, il peut parler d'une femme à l'Université de Mexico et en même temps parler d'exil, de migration. Et donc, Bolaño représente pour moi, eh bien, comment dire, une façon d'être accompagné par quelqu'un de valeur, avoir une bonne étoile à côté de moi. Y respecto a los nombres, fue más intuitivo, no fue tan simbólico. Luego es verdad que, y esto me gusta siempre porque luego la peli ya es del público, por lo tanto, si hay alguien que se ha preguntado, como en tu caso, está bien, porque ya es la impresión que te dé, ¿no? Fue muy intuitivo una serie de nombres que luego quizás es verdad que pueden tener que ver, ¿no?, con Vera de verdad o Cora de Coro, porque alguna vez ha surgido en la conversación después de la película. Para mí fue más intuitivo. Realmente no sabría decir el momento exacto y preciso en el que se llamaron de esa forma. Y en el caso de Egoz es un poco diferente. Egoz, su nombre real es Manuel Egozcue, su nombre de la vida, que es un actor muy joven que yo conocí, fue la primera persona que tuve muy claro que iba a ser un actor, porque el caso de Lola Dueñas y Ana Torrent llegó luego. Pero en el caso de Manu, hay algo en su historia que no tiene nada que ver con los bebés robados, pero tiene que ver con un exilio, un exilio, de alguna forma. Su padre y su madre son argentinos, músicos, ambos. Su padre es el guitarrista de fado, que toca en la película. Y había algo en su historia la de sus padres, sobre todo. Su padre es un músico
muy importante argentino, guitarrista que llegó a España, y había algo en el relato que me hacía Manu de su historia, y conocía a su madre, conocía a su padre, y de estar en dos lugares a la vez, que me pareció muy importante. Y él, Manu, en un momento me dijo: todo el mundo me llama Egoz. Y yo cuando hice la primera versión de guión puse Egoz. Y ya en un momento en el que ya íbamos avanzando, le dije a Egoz: tu personaje creo que se va a llamar Egoz. ¿Te genera algún problema? Y al contrario, él me dijo: no, me parece más sencillo, porque él ya estaba haciendo un ejercicio, es su primer papel en un largometraje. Ha trabajado con un cineasta que se llama Elías León Siminiani y ganaron un Goya con un corto, pero era su primer largometraje. Y él me dijo: no, me resulta más fácil para no tener que hacer muchos ejercicios de ser otro, ¿no? Entonces, en su caso fue muy claro que se iba a llamar como le llama su entorno íntimo. Pour ce qui était de donner des noms aux personnages, c'était une trait beaucoup plus intuitif que symbolique. C'est vrai qu'il y a cette idée que quand je fais un film, et bien après, je sais qu'il appartient au public. Et donc, si vous avez pu vous poser ce genre de questions, ben c'est une belle impression parce que finalement, on pourrait très bien associer Vera à Verdad et Cora à Coro. Mais moi, c'était beaucoup plus intuitif que cela. Je saurais même pas dire à quel moment exactement j'ai trouvé ces prénoms-là et je les ai nommés comme cela. Pour ce qui est de Egoth, donc qui est en réalité, s'appelle en réalité Manuel Egoth Cue, donc il y a cette racine, eh bien c'est un acteur jeune que j'ai rencontré et dont j'étais persuadée, enfin je le voulais comme acteur dans le film bien avant d'avoir Ana Torrent et Lola Dueñas. En fait, il y avait beaucoup de choses à voir avec le film, avec l'histoire, avec pas les bébés volés, hein, mais avec le fait de l'exil aussi, parce que ses parents sont argentins, le père est musicien, d'ailleurs le guitariste qui joue le fado dans le film, c'est lui, et il est très connu en Argentine, et ils ont dû s'exiler donc en Espagne. Et Manu, quand il me le racontait, Manuel, j'ai rencontré ses parents, et bien il y avait cette histoire de deux endroits dans lesquels ils vivaient, et tout ça me travaillait et m'incitait à vraiment travailler avec lui. En fait, Manuel dit que dans son entourage intime, on l'appelle Egoth. Et moi, dans la première version, quand j'ai écrit le scénario, eh bien, je l'ai aussi appelé comme ça dans l'écriture. Et finalement, c'est ce qui est resté. Je lui dis: est-ce que ça te gêne que ça soit le même prénom par lequel on te nomme? Et il disait: non, au contraire, c'est plus facile pour moi, parce que je n'aurais pas le besoin d'entrer dans un autre personnage trop différent de moi. Et c'est quelqu'un qui est entré dans son premier personnage de long métrage et donc qui était assez impressionné par cela et qui avait justement fait travailler avec Simiani, un documentaire qui travaille beaucoup entre la fiction et le documentaire en Espagne et qui avait fait un court métrage qui avait eu un Goya à l'époque. Y diré en concreto también que la madre de Manuel, de Manu, es pianista. Y Manu toca el piano en la película. O sea, con Ana hay una doble, Ana Torrent, que es excelente actriz, pero no es pianista. Pero Manu sí, esa secuencia de tener al personaje... Había una relación muy directa y para Manu encontraba... Yo también escribí el personaje así. Él, siendo su primera película, encontraba muchos puntos en común con la ficción de ese personaje y con su vida, ¿no? La mère de Manu est justement pianiste aussi, et lui aussi joue au piano. Et par contre, dans le film, justement, Anna est une excellente actrice, mais ne sait pas jouer au piano, donc on avait quelqu'un qui jouait pour elle.
j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup dans la relation avec lui, il y avait quelque chose de très direct avec finalement le personnage. Et en écrivant aussi le rôle pour Manu, en fait, j'essayais de trouver des points communs aussi avec justement sa vie et la fiction. Une dernière question, peut-être? Oh. Yo quería hacerte una muy breve, igual, si alguien más quiere, terminamos con eso. Muy brevemente, ¿cómo un director en una ópera prima dirige a dos actrices con tanta experiencia y tanto prestigio como Lola Dueñas y Ana Torrent? Y dos, has dicho en la presentación, has querido tomar riesgos, es un salto al vacío, ¿no? Al abismo, decías. La película está teniendo un recorrido brillante de festivales, ha tenido un recibimiento de la crítica, del público. Un cineasta como tú, a estas alturas ya de la película, que todavía le queda recorrido sin duda, ¿empieza a hacer balance de esa primera obra o no? ¿O no te lo planteas? Estás en otro... Je vais traduire rapidement. En tant que réalisateur de premier film, qu'est-ce que ça représente de travailler avec deux actrices aussi immenses que Ana Torrent et Lola Dueñas? Et ensuite, il parle dans la présentation du risque, du saut dans le vide et pour faire ce film. Mais bon, maintenant, le film est passé dans beaucoup de festivals, a trouvé un public aussi. Et est-ce qu'il est déjà en train, il va continuer encore dans d'autres festivals et d'autres pays, mais est-ce qu'il est déjà en train de commencer à faire un bilan de tout cela? Respecto a Lola y Ana, cada cual tiene como una historia de cómo llegamos a trabajar en la película. Era pandemia, entonces no podíamos viajar. Por suerte, dos de mis productores, que son Isaac La Cuesta e Isa Campos, son cineastas, muy talentosos además. Y con Ana y ellos conocían, fue fácil el hecho de llegar con sus cartas de presentación, era fácil llegar a las agentes de las actrices españolas, ¿no? Entonces Ana nos envió un vídeo porque yo no podía ir a Madrid, no podíamos movernos, ¿no? Y yo cuando vi el vídeo me asusté mucho porque era Ana Torrent. Para mí, la niña del espíritu de la colmena, la niña de Criacuervos, la joven de Tesis, etc., ¿no? O sea, es como, bueno, la historia del cine español en ese rostro que lo sigue teniendo, esa mirada, ¿no? Entonces yo me asusté mucho, pero ahí Isaki e Isa, como buenos cineastas que son, me dijeron que no tuviera miedo y que revisara el vídeo con calma y con un poco más de distancia. La distancia esa que tienes que quitarte de encima toda la historia del cine español y no asustarte, pensar que vas a trabajar con alguien así, ¿no? Y ahora cuento el caso de Lola. En fait, bon, je vais raconter un petit peu comment justement on est arrivé à travailler ensemble. C'était pendant la pandémie et on ne pouvait pas voyager. Et donc j'ai deux producteurs fantastiques qui sont Isaac La Cuesta et Isa Campos, qui sont des réalisateurs aussi formidables, qui connaissaient Ana Torrent. Et donc évidemment accéder aux représentants de Ana Torrent à travers une lettre de présentation, c'était plus simple. Et donc j'ai reçu un jour une vidéo de Anna. Et évidemment, j'ai pris peur, parce que là, je me retrouvais avec le regard de Ana Torrent, le regard de Esprit de la Ruche, de Criacuervos, de Tesis, de tout ce passé cinématographique qu'elle représente, et j'ai eu peur. De la responsabilité qui me tombait dessus. Mais en fait, Isaki et Isa m'ont dit qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait simplement se calmer, prendre un peu de distance et regarder de nouveau la vidéo avec un peu plus de tranquillité. Y el caso de Lola es muy a lo Lola Dueñas. Yo recibo como a las 6 de la mañana una llamada de teléfono de un número desconocido que me deja un mensaje porque yo estaba durmiendo y es Lola Dueñas, que dice: Víctor, Isaki me ha dicho que estás preparando una peli y me ha contado un poco de qué va y quiero que sepas que yo soy Vera. Entonces, bueno, llámame cuando puedas y hablamos.
Y obviamente otra vez me vuelvo a asustar. Porque Lola Dueñas, que ahí hacemos de la Almodóvar, pues su historia, ¿no? En el cine español otra vez. Y llamo a Isaki, que era mi padrino, y a Isa, y les digo, me ha dejado Lola este mensaje, y me dice, sí, me pidió tu teléfono el otro día, que nos vimos no sé dónde, y le estuve contando la película, y le digo, ¿qué hago? Y Isaki me dice, llámale, o sea, con Lola tienes que ser súper directo, ¿no? Llámale, no intentes nada de proteger nada, llámale y habla con ella, ¿no? Entonces le llamé y le dije, bueno, estamos empezando el proceso, no puedo viajar, no podemos vernos. Y ella me dijo, bueno, en cuanto nos liberen, ven a mi casa de Portugal. Porque esto que uno hace como guionista, ¿no? Termina incorporando muchas de las cosas que son reales. Lola vivía en Portugal, en ese momento, en una casa en el campo, muy parecida al personaje de Vera, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos liberaron, viajé a Lisboa, me vino a recoger su taxista de confianza, y el señor Mateus, que me acuerdo, y tengo ahí su número de teléfono todavía, y me llevó al pueblo y estuve con Lola 2 días y medio. Cocinamos, hablamos, escuchamos música, no hablamos casi de la película. Ella no quería ni el guión, quería que nos conociéramos. Y yo cuando me volví, obviamente, ya teníamos a Ana, y cuando me volví ya sabía que Vera era Lola, ¿no? Entonces esa fue la llegada de ellas dos. Y diré así como resumen y después trabajar con ellas ha sido un placer, porque toda su experiencia, de todas las películas que han hecho, puesta al servicio de 2 personajes que ellas querían mucho. Lola quería mucho a Vera, e hizo sus sesiones de estenotipia, aprendió, iba a nadar. Ella tiene ese método. Y Ana, ¿no? Ana, que nada, su historia no tiene nada que ver, pero Ana es madre de una hija que tiene ahora 15, 16, que está a punto de irse a Estados Unidos. Entonces me contaba Ana, encuentro muchos puntos en común con esta mujer, ¿no? Y con el momento en que teme perder a su hija, ¿no? Que todas las madres y padres han vivido. Entonces, ellas quisieron mucho a sus personajes y eso permitió que pudiéramos trabajar de manera muy emocional y sin miedo, ¿no? a los personajes. Lola, bon, bah voilà, ça a été, c'est typiquement Lola Dueñas. C'est-à-dire qu'à 6 h du matin, je reçois un appel d'un numéro inconnu et Vicky me dit que c'était elle, hein, et qu'elle avait donc parlé avec Isaki Lacuesta qui lui avait raconté le film, hein, et qui lui avait dit donc qu'il était en préparation. Et elle, quand elle a entendu l'histoire, elle s'est dit tout de suite que c'était elle, Vera. Donc moi j'ai eu peur parce que je ne savais pas trop comment gérer cette chose-là. J'ai appelé Isaki, et qui m'a dit qu'en effet, il avait parlé du film, qu'il lui avait donné son numéro de téléphone, et qu'il n'y avait rien à faire d'autre que d'appeler et d'être direct, parce qu'avec Lola, c'est comme ça qu'il faut agir. Donc j'ai appelé et je lui ai raconté qu'on était vraiment dans le début du processus, que je ne pouvais pas voyager, et elle était justement dans une maison au Portugal. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'on crée un scénario, c'est-à-dire qu'on incorpore des choses de la vie réelle. Et elle était en train de vivre dans une maison à la campagne. Et donc, quand on a pu enfin se libérer et voyager, je suis allée à Lisbonne. C'est son chauffeur particulier de confiance qui est venu me chercher, Mateus, j'ai encore son numéro de téléphone d'ailleurs, et qui m'a amenée au village. Et je suis restée 2 jours et demi à peu près là-bas. Et on a cuisiné, on a écouté de la musique, on n'a pratiquement pas parlé du scénario. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'est se connaître, qu'on puisse se rencontrer vraiment. Et quand je suis partie, j'avais déjà Anna à ce moment-là, Anna Torrent, et là, j'avais Vera aussi, c'était Lola.
Donc voilà, c'est comme ça que ces deux femmes, de grandes actrices, sont arrivées dans le film. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec elles, parce qu'elles ont amené toute leur expérience d'actrice avec tous ces films qu'elles ont pu faire, et elles les ont mis au service de leur personnage. Pourquoi? Parce qu'elles aimaient ces personnages, vraiment. Lola, elle s'est mise à la sténo. Elle s'est mise à la natation également, parce que c'est sa méthode à elle. Elle passe par le physique. Et Anna, elle qui est une mère d'une fille qui a 16 ans et qui est sur le point de partir justement aux États-Unis, eh bien, elle trouvait plein de points communs avec le personnage de Cora. Et parce qu'elle avait peur aussi justement de perdre sa fille. Donc voilà, on a travaillé, c'est un travail très émotionnel, très émouvant et sans peur. Y respecto a la segunda pregunta, José, no me ha dado mucho tiempo a hacer balance y, bueno, no sé, o sea, uno se pregunta, bueno, que ya sabes cómo es el ritmo que tenemos de trabajo, que es intenso y uno vive como mucho el presente. Entonces, la experiencia, mis sensaciones de, bueno, de estar como contento con la experiencia. Y sí que justo hablaba con Jayone ahora, ¿no? Que nos preguntábamos mutuamente en qué estamos, ¿no? Y yo le preguntaba a Jayone también y ahora compartíamos un tema común que es la paternidad, y que yo acabo de ser padre también, entonces estoy en esa fase familiar, pero sí que he empezado a escribir algo, pero es difícil hacer un balance y creo que por ahora me viene bien como más el presente, ¿no? Pues la película ahora todavía va a viajar, va ahora pues, al Festival de Nueva York, que luego va a unos festivales orientales que me hace ilusión que se vea allí también, en Jeonju y en Taiwán, y que de repente la programadora de Jeonju me decía que ese tema allí también era un tema, porque es algo que ha sucedido en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, yo ahora he empezado a escribir un proyecto que tenía previo, que antes de esta película yo había dirigido unos cortos que se movieron en su día, ¿no? Y tenía un proyecto que creo que en su momento no estaba yo preparado para él. Y después de haber pasado por esta experiencia, y el otro día hablando con las productoras, la productora francesa y demás, yo les decía, bueno, creo que hay algo que se podría recuperar, pero voy un poco más del presente hacia adelante. Me cuesta todavía hacer el balance. Je n'ai pas eu vraiment le temps de faire un bilan. On a un rythme de travail très intense et je préfère vivre un peu dans le présent. Ma sensation, c'est que vraiment je suis content avec l'expérience que j'ai eue. J'en parlais avec Raone, donc on se demandait où on en était, et donc la réalisatrice de Ocorno. Et en fait, on a des points communs justement dans ce qui est de la famille, c'est-à-dire que elle est mère et lui est devenu père récemment. Donc voilà, on a parlé plutôt de ces choses-là. J'ai commencé à écrire quelque chose plus ou moins, mais c'est difficile de faire vraiment un bilan parce que je suis plus dans le présent. Le film continue de voyager, il va aller au Festival de New York, puis il va aller aussi en Orient, notamment à Taïwan. Et l'autre c'était en Corée, voilà. Et donc où il me disait justement. En Corée du Sud, bien sûr, parce que c'est un peu compliqué. Un corto mío estuvo en un festival de Corea del Norte. Wow, un de mes cours a été dans un festival de la Corée du Nord. Hein. Donc voilà, et il disait que là-bas, en Corée du Sud, ce thème-là, justement aussi, des enfants, des bébés volés, était quelque chose qu'ils avaient vécu aussi là-bas. Donc, en fait, ce projet, donc, cette chose que je suis en train de commencer à écrire, on va dire, était un projet que j'avais antérieur donc, à ce premier long métrage. J'avais fait des courts métrages, mais je n'étais pas encore prêt, il me semble, à m'attaquer à ce sujet-là. Donc, j'en ai parlé avec mes producteurs, notamment la productrice française, et je crois que c'est le moment de le récupérer. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Dernière. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis un peu comme madame, sur la fin, c'est un peu vieux. Je voulais savoir parce que, en fin de compte, elle parle sur la place qu'elle aime son fils et tout ça.
Et il y a l'ambulance, donc elle est décédée, elle est morte. Oui. Sí. Elle est morte et après, il n'y a que Vera qui parlait à son fils, donc oui, d'accord. Sí, sí hay algo que tiene que ver con, antes hablábamos un poco del polar, ¿no? Y del cine policíaco y unos códigos y una tragedia que siempre hay en el cine policíaco es que alguien tiene que morir sí o sí, ¿no? Y bueno, hay algo de eso. Yo sí que me preguntaba durante el desarrollo del personaje de Vera, hemos visto que esta experiencia de vida físicamente le ha dejado muy derrotada, vemos como se ha desmayado antes, le hemos visto en el médico, le hemos visto tomar unas pastillas, está rota, ella lo dice, ¿no? Y entonces en ese final sí que decidimos que el personaje de Vera hacía como un último sacrificio, de alguna manera, ¿no? Y justo esta mañana hablaba con José de cómo filmar la muerte, por una conversación con Erice, y en nuestro caso también eso fue una pregunta, ¿no? Y ella recuerda, justamente en su final, ella recuerda cómo fue el nacimiento de Egoz, ¿no? Recuerda ese momento del parto y dice esa frase, ¿no? Que es tan bonita, ¿no? Y que él no lloraba, el niño no lloraba y finalmente lloraste con todas tus fuerzas, ¿no? Dice. Y cortamos a un cuadro muy bello que hay en un museo de Lisboa, que es una mujer. Entonces, sí, el final es que ella ya no está, ¿no? Y muere de alguna forma por estos códigos también que uno ve en el cine y le gusta también replicar, ¿no? Hacía falta esa tragedia de alguna forma, sobre todo también para dar otra dimensión al momento en el que han estado juntas en Portugal, ¿no? Ese ha sido su momento de reencuentro feliz. Generalmente en la vida de esas mujeres no existe esa posibilidad de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, yo le quería dar ese momento de encuentro, pero necesitaba también esa tragedia final. En fait, dans ce film, c'était quand même aussi un cinéma, un polar, un cinéma policier avec ses codes. Et donc, il fallait une tragédie à un moment donné. Il fallait que quelqu'un meure. Et dans le développement du personnage de Vera, on voit bien que son expérience de vie a fait que... Elle est cassée à l'intérieur. Et on voit bien qu'à un moment donné, elle perd connaissance, elle se retrouve chez le médecin, elle prend des médicaments. Elle est cassée à l'intérieur par toute cette expérience qu'elle a vécue. Et donc, on a décidé que Vera ferait comme un ultime sacrifice de sa vie. Et avec Rossel, on en parlait justement de comment filmer la mort à travers une conversation sur Eris et sur Victor Erice. Et donc finalement, avant la fin, avant de mourir, elle se rappelle, de comment est né son enfant. Au début, pendant plusieurs minutes, il ne pleurait pas. Et la tension que ça a créée. Et ensuite, comment il a enfin pleuré avec toutes ses forces et donc accepter la vie en quelque sorte. Et juste après, on montre un cadre, une peinture au musée de Lisbonne qui est très très beau, d'une femme qui est étendue. Donc voilà, ça y est, c'est comme ça, c'est fait. Et je voulais, surtout utiliser ces codes du cinéma noir. C'était ma manière à moi parce que j'aime bien ces codes-là aussi. Et la tragédie permettait de donner aussi une autre dimension à ce moment qu'elles avaient vécu ensemble au Portugal, où elles étaient heureuses. Chose qu'en général dans la vie, ça n'existe pas ce type de rencontre, on va dire, où c'est très rare et surtout de le vivre de cette manière-là. Donc voilà, mais après, il fallait la tragédie. J'étais sûr que la rencontre avec Victor Ugarte allait être très riche parce que vous avez vu, il parle très bien du cinéma en général, bien sûr de son cinéma aussi.
et ça a été le cas. Donc, merci beaucoup, Victor, d'être là. À bientôt à Nantes, j'espère. Et Félicitations.